l'information telle que traitée par l'ensemble de la presse africaine, aussi variée que diversifiée, amis lecteurs. Bien le bonjour, bienvenue donc à ce troisième numéro de votre rendez-vous kiosque africain sur votre chaîne panafricaine Afrique Média. Vous savez, c'est cette espèce de round-up de toute l'actualité, notamment telle que traitée par la presse écrite sur le continent africain, peut nous aider à le faire également ce matin. Il sera donc à mes côtés pour un parfait rendu de l'actualité africaine. Donc ce matin, Tony Michael, bonjour. Bonjour Fabrice Doum et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média qui nous suivent en ce moment. Eh bien, il faut dire, avec vous donc, on va donner le ton avec dans cette revue de presse africaine concernant effectivement l'Afrique centrale que nous disent effectivement ces tabloïds en ligne ou bien en kiosque depuis quelques heures, Tony. En Afrique centrale, on va commencer ce matin avec Gabon Echo. Gabon Echo qui est en ligne ce matin et qui publie à sa grande une rupture de contrat avec Veolia. IDRC exige la publication du contrat de concession selon ce que nous apprend ce journal ce matin. Près d'un mois après l'annonce du ministère de l'eau et de l'énergie de la rupture de la convention de concession du groupe français Veolia au Gabon, eh bien le conflit opposant depuis lors les deux parties continue de faire grand bruit. Le week-end écoulé, nous apprend le journal, après que l'affaire ait été portée devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, un organe d'arbitrage de la Banque mondiale, c'était au tour de l'ONG, l'IDRC, de s'immiscer dans ce conflit en appelant les autorités gabonaises à publier la convention de concession. Nous exigeons la publication officielle du contrat et des différents avenants liant l'État gabonais à la SEEG Veolia, a tempêté Hervé Omva-Ovono, responsable de l'ONG. Les détails de cette information en ligne dans le journal Gabon Echo qui est déjà disponible pour vous ce matin. Toujours au Gabon, nous allons rester avec Gabon Review ce matin qui nous parle de l'eau en sachet et nous parle ainsi de la nouvelle astuce des fabricants en nous disant tout simplement ce matin que depuis quelques jours, une nouvelle marque d'eau est proposée aux consommateurs dans certains commerces de Libreville. Alphonsine Water, c'est comme ça que s'appelle ce nouveau conditionnement d'eau, apparu peu après l'interdiction du gouvernement de la vente d'eau en sachet. L'astuce de son fabricant est de proposer le précieux liquide dans un bocal en plastique. Alors, le journal nous renseigne là-dessus que les eaux en sachet, en dépit de quelques recalcitrants, ne sont plus vendues dans la capitale. Et le ministère de l'économie en a interdit l'importation, la production, la distribution et même la commercialisation le 26 février dernier. Selon le gouvernement, il en allait de la sécurité des consommateurs, d'autant plus que la plupart d'entre elles, sinon toutes, n'avaient pas le quitus des autorités gabonaises, en plus des doutes pesant sur leur qualité. Pourtant, nous apprend le journal, eh bien les fabricants de ces eaux semblent avoir trouvé l'astuce pour contourner la mesure gouvernementale. Et vous pouvez le voir à l'écran, on a l'impression que c'est un petit bol, on a juste mis l'emballage là-dessus et c'est terminé. L'eau peut être distribuée aux Gabonais qui peuvent consommer sans en savoir véritablement la nature ou tout simplement la qualité de cette eau qui est vendue du côté du Gabon. Et nous quittons le Gabon pour le Tchad. Avec Tchad Info ce matin, États-Unis d'Amérique, le secrétaire d'État Rex Tillerson remercié après son retour du Tchad. C'est ce que nous apprend le journal à sa grande une ce matin qui nous fait savoir à ce propos que le président américain Donald Trump a limogé son chef de la diplomatie Rex Tillerson ce 13 mars 2018 alors que ce dernier a entamé une tournée africaine. Depuis le 6 mars dernier, eh bien, le secrétaire d'État américain était arrivé au Tchad le 12 mars où il a rencontré le chef de l'État Idriss Déby Itno. Allez donc comprendre les tenants et les aboutissants de ce limogeage de Donald Trump qui limoge bien évidemment son secrétaire d'État Rex Tillerson qui était déjà très connu mais qui aujourd'hui est remplacé par un certain Mike Pompeo. Allez donc savoir tout cela dans ce journal Tchad Info qui est déjà disponible ce matin. Et puis toujours au Tchad, on est avec Al-Ouida, cette fois-ci qui s'intéresse toujours à cette même information. Le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, qui a été limogé au lendemain d'une visite au Tchad. Et le journal de nous dit ce matin que Donald Trump a annoncé mardi dans un tweet matinal le départ de son chef de la diplomatie, Rex Tillerson, remplacé au poste de secrétaire d'État par l'actuel directeur de la CIA, Mike Pompeo. Et Donald Trump voulait, selon le journal, une nouvelle équipe avant les négociations historiques avec la Corée du Nord.
comme l'a expliqué un haut responsable américain. Et le président américain a également nommé Jaina Aspel à la tête de l'agence de renseignement. Elle devient ainsi la première femme à en devenir la directrice. Les détails de cette information contenus dans les colonnes de Al-Wida ce matin, ce journal tchadien. Et puis nous sommes en Centrafrique avec la nouvelle Centrafrique qui est en ligne ce matin, qui parle des mototaxis. Et vous pouvez d'ailleurs voir en titre Centrafrique, taxi moto. Une vraie plaie sécuritaire. Ce n'est pas seulement une vraie plaie sécuritaire en Centrafrique, mais aussi une vraie plaie dans beaucoup de pays de l'Afrique centrale en ce moment. Eh bien, le journal nous apprend que vu le taux très élevé d'accidents de la route causés par les conducteurs de taxi-moto en Centrafrique, plus de 2400 accidents en moins de 5 ans, le gouvernement et la MINUSCA s'en sont véritablement inquiétés. Ils ont en commun lancé il y a quelques jours à Bangui une vaste campagne de sensibilisation dénommée « La route tue, faisons attention » sur le code de la route et de la sécurité routière à l'intention des conducteurs de ces 2 roues à Bangui, Bimbo et Begwa. Les détails dans ce journal. Et puis nous continuons toujours avec la Centrafrique, cette fois-ci pour parler à la une de la Centrafrique de la RDC, l'opposant en exil Katumbi qui se dote d'une machine à gagner la présidentielle. Selon ce que nous apprend le journal ce matin, Corbeau News, l'opposant congolais en exil Moïse Katumbi Chapwe a pris de vitesse ses alliés de l'opposition en lançant lundi depuis l'Afrique du Sud une machine à gagner l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo où il a de nouveau annoncé son retour pour juin cette fois-ci. Et Katumbi, richissime homme d'affaires et ancien allié de poids du président Joseph Kabila, est sous le coup d'une condamnation à 3 ans de prison prononcée en 2016. Ça, c'est pour un rappel. Un dossier qualifié de mascarade par les effets catholiques congolais dans un rapport confidentiel, mais qui lui vaut de risquer la prison s'il pose un pied en RDC. Les autres détails de cette information sont contenus dans les colonnes ce matin de Corbeau News, qui vous attend en ligne, bien évidemment. Et nous allons au Congo-Kinshasa pour parler avec le journal La Prospérité qui nous parle du congrès confirmé du 30 au 31 mars 2018 de l'UPDS et estime qu'on est là vers l'intronisation de Félix Tshisekedi. Eh bien, le journal nous apprend à cet effet qu'annoncé et décalé à maintes reprises, le congrès va cette fois-ci se concrétiser du 30 au 31 mars 2018, 2 jours durant. Les cadres et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social vont réfléchir sur l'après-Étienne Tshisekedi Ouamalumba, décédé le 1er février 2017 à la clinique Sainte-Élisabeth de Bruxelles. L'agenda de ces assises, comme il faudrait s'y attendre, s'articulera essentiellement sur 2 points, à savoir comment aborder les échéances électorales telles fixées au 23 décembre 2018 avec quel candidat? Ça, c'est la question que se pose le parti. Puis, il sera également question de pourvoir à la succession d'Étienne Tshisekedi pour la suite de la lutte jusqu'à la conquête du pouvoir d'État à l'aune des prochaines élections. Et le journal croit savoir qu'on va tout simplement introniser le fils d'Étienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Les détails dans ce journal. Et puis nous sommes au Congo-Brazzaville, cette fois-ci avec les dépêches de Brazzaville qui nous parlent des entreprises des énergies renouvelables, construction d'un centre d'excellence spécialisé à Oyo. C'est en tout cas le titre que vous pouvez lire en grande une de ce journal. Et puis toujours dans ce pays-là, les échos du Congo-Brazzaville sont aussi disponibles pour nous ce matin, mais nous parlent d'une scène qui n'est pas tout à fait pour avoir du côté de la Zambie. Zambie, Meuse, Lusaka a expulsé la danseuse sud-africaine se produisant sans sous-vêtements. Eh bien, le journal nous apprend ce matin à propos de cette information que la Zambie n'est pas un pays de mollahs. Pourtant, on n'y transige pas avec les mœurs. Les autorités zambiennes ont renvoyé samedi dernier dans son pays la danseuse sud-africaine Zodwa Wabantu, refusant qu'elle se produise dans ce pays conservateur car elle danse sans sous-vêtements ou tout simplement elle danse presque nue. Toutes les places étaient quasiment acquises selon ce que nous apprend le journal, surtout par les hommes pour la tournée que devait effectuer en Zambie la danseuse sud-africaine Zodwa Wabantu. Eh bien, la star à la nudité affichée devait danser samedi soir à l'occasion du lancement d'un album de musique, mais elle a été expulsée dès son arrivée dans la matinée à l'aéroport international Kenneth Konda de Lusaka. Je peux confirmer que Zodwa a été renvoyée en Afrique du Sud par le département de l'immigration
déclarait son impresario Luki Munakampe, réalisant que les autorités zambiennes avaient mis en exécution leurs menaces à l'endroit de la danseuse dont les pratiques exhibitionnistes n'intègrent pas les mœurs du pays. Les détails de cette histoire rocambolesque dans ce journal, Les Échos de Brazzaville, qui nous apprend un peu plus sur cette chanteuse qui est adulée par beaucoup de gens en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe en ce moment. Et puis nous entrons au Cameroun avec Cameroun Tribune, Cameroun-Chine. Paul Biya invité à Beijing. C'est ce que nous dit ce journal Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics qui nous annonce, qui nous apprend ce matin que le chef de l'État camerounais effectuera bientôt sa 6e visite en République populaire de Chine. Et le dirigeant camerounais a été invité par son homologue chinois Xi Jinping à effectuer dans les prochains jours une visite d'État en Chine. Et l'information a été révélée hier par Wei Weihua, l'ambassadeur de Chine au Cameroun, au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, Paul Biya, au Palais de l'Unité. Et face à la presse, le chef de la mission diplomatique chinoise au Cameroun a souligné que cette visite pourra intervenir pendant la 3e décade du mois de mars courant. Les détails de cette information diplomatique est contenu dans les colonnes de ce journal Cameroun Tribune qui est déjà disponible en kiosque ce matin. Toujours au Cameroun, l'Action, le journal du parti au pouvoir du RDPC dans ce pays-là écrit « Élection sénatoriale du 25 mars 2018, votez les listes du RDPC ». Eh bien, le journal nous apprend ce matin que le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Queté, a invité les électrices et les électeurs de tous bords à choisir sans hésiter les candidats du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans les 10 régions du Cameroun. Et il a déclaré cela, c'était au cours d'un message radio-télévisé lors de l'ouverture officielle de la campagne du RDPC. Toujours au Cameroun, Mutation est aussi en kiosque et titre à sa une, relance de l'opération Épervier, à qui profitent les fuites. Et le journal de tenter de comprendre le comment et le pourquoi les interdictions de sortie du territoire de Basile à Tanganakuna. Lui, Max Aïna, Oranja, David Kotoeman de la Camtel, Richard Maga et Tessera se retrouvent sur les réseaux sociaux. C'est à lire en page 5 de ce journal. Toujours au Cameroun ce matin, nous nous intéressons aussi à la une du journal L'Œil du Sahel, du quotidien L'Œil du Sahel, qui parle de télécom ce matin. MTN qui menace de quitter le Cameroun. Les détails de cette information sont à lire en page 3 de ce journal. Et puis le quotidien de l'économie aussi en kiosque ce matin nous parle plutôt de développement. Grand retard pour l'émergence du Cameroun. Eh bien le journal croit savoir que 7 ans après sa mise en œuvre, la vision 2035 du président Paul Biya tarde à porter les fruits. En témoigne le dernier rapport de l'Observatoire pour l'émergence en Afrique, OBEMA. Le journal s'intéresse aussi au protectionnisme en disant tout simplement qu'un marché de la BEAC révolte les architectes camerounais. Vous allez lire toutes ces informations dans ce journal qui est déjà disponible en kiosque ce matin. Et puis on termine cette revue en Afrique centrale avec le messager toujours au Cameroun qui parle aussi de Tanganakuna, disant en sa une, interdit de voyager à Tanganakuna dans les eaux troubles. Et le journal nous apprend que l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie et le secrétaire d'État aux travaux publics en charge des routes sont sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire camerounais et ils pourraient avoir à répondre de leur gestion passée devant la justice. Mais le journal s'intéresse aussi à la téléphonie mobile, MTN qui pourrait quitter le Cameroun et le journal qui nous apprend à cet effet que dans une interview, le directeur financier du groupe sud-africain a cité des pays comme le Bénin et le Cameroun où ils devraient réduire leur portefeuille. Ces informations sont à lire en page 4 de ce journal et c'est avec le messager que nous quittons l'Afrique centrale ce matin, Fabrice Doum. Pour l'Afrique australe, avec donc Loussa Katam qui est naturellement en ligne depuis quelques heures et s'intéresse cette fois-ci à cette visite au sommet entre le président Edgar Lungu et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Des titres donc à sa une. Le président Edgar Lungu rencontre son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux dirigeants se sont d'ailleurs rencontrés ce mardi lors d'un déjeuner de travail en Afrique du Sud. Le président Lungu était accompagné du ministre des Affaires étrangères Joe Malandi, du ministre des Affaires présidentielles
Freedom Sikanzwe et du haut-commissaire zambien en Afrique du Sud, Emmanuel Mwamba, de Génoco, duquel le président zambien a félicité M. Ramaphosa pour son élection à la présidence de l'ANC lors de la 54e conférence de l'ANC qui s'est tenue au Nasrec de Johannesburg. C'était donc en décembre 2017. Par l'accident de circulation dans ce pays-là avec donc Zambia High à sa une, 203 accidents de la route pendant les vacances. Et bien 203 accidents de la route ont donc été enregistrés à travers le pays au cours des 5 jours de vacances qui viennent de se terminer, a indiqué le service de police zambien dans un communiqué. La porte-parole de la police Esther Mwata Katongo a déclaré que sur les 203, 11 étaient des accidents mortels qui ont donc coûté la vie à 11 personnes alors que 54 personnes ont été grièvement blessées suite à 16 graves accidents de la route durant la journée internationale des femmes et la fête des jeunes du 8 au 12 mars 2018. Et bien 203 accidents de la route ont donc été recensés dans tout le pays. Lusaka arrive, nous dit le journal, en tête avec 88 accidents suivis de Copperbelt qui a d'ailleurs enregistré 36 accidents tandis que la province centrale a enregistré 18 accidents. La SADC met à jour le plan de réponse aux catastrophes de la grippe aviaire. Note à sa une de Herald. Nous sommes bel et bien là du côté du Zimbabwe qui nous fait savoir que les pays d'Afrique du Sud secoués par une épidémie de grippe aviaire débilitante en 2017 qui a d'ailleurs laissé un large impact sur la région, y compris au Zimbabwe, ont donc révisé et mis à jour le plan régional de préparation et de riposte qui devrait guider la lutte contre la maladie. La région a connu pour la première fois l'influence d'une aviaire hautement pathogène, communément appelée grippe aviaire, l'année dernière, qui a d'ailleurs entraîné d'énormes pertes économiques et une menace sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le plan proposé, validé par les pays lors d'une réunion en Afrique du Sud, donne donc des orientations sur les options de préparation, de réponse et de contrôle au niveau régional et les mécanismes de coordination au niveau régional et même national, tel que nous voyons ce matin de Herald, qui est effectivement en ligne depuis quelques heures. Nous restons au Zimbabwe puisque nous y sommes avec cette fois-ci de Zimbabwean. Président Chamisa et les dirigeants du parti rencontrent l'équipe d'observateurs de la SADC. En tout cas, c'est la une qui embrase, c'est l'information qui embrase la une du quotidien de Zimbabwe ce matin qui nous fait savoir que le président Nelson Chamisa et 9 autres membres permanents du comité permanent ont tenu hier un briefing de 2 heures après avec les 7 membres du conseil consultatif électoral de la SADC au siège du parti en prévision des prochains scrutins sur les bassins versants. Le président Chamisa a déclaré à la délégation conduite par l'avocat Leslie Taolane que le gouvernement du Zimbabwe n'a pas été sincère dans son engagement en faveur d'un plébiscite libre, juste et crédible car il n'a pas encore rendu public la feuille de route des prochaines élections. Il a d'ailleurs déploré le fait que les recommandations faites par la SADC lors de l'élection de 2013 en termes de mise en œuvre des réformes clés n'avaient pas encore été faites, parmi lesquelles les réformes des médias qui assuraient une couverture égale à toutes les parties en conflit, tel que nous voyons ce matin de Zimbabwe. Au Malawi, Mutharika lance le plan de développement du Malawi dit MGDS 3, un manifeste de la nation, retient donc à sa une de Nyasa Time qui nous fait savoir que le président Arthur Peter Mutharika a lancé mardi la stratégie de développement de la croissance du Malawi, un plan de développement national qu'il a décrit comme un manifeste de la nation, affirmant qu'il représente les espoirs et les rêves collectifs du peuple, les convictions et les aspirations du pays. Mutharika a fait ses remarques au palais Kamunzu à Lilongwe lorsqu'il a lancé la stratégie qui vise à stimuler la croissance et à supprimer les obstacles au développement de l'agriculture, au développement de l'eau et à la gestion du changement climatique, éducation et développement des compétences, le développement de l'énergie, de l'industrie et du tourisme, l'infrastructure des transports et des technologies de l'information et de la communication ainsi que de la santé et la population. La suite est donc à découvrir ce matin dans la colonne de Nyasatam du côté du Malawi. Likoro se bat contre le verdict de viol, pointe à sa une de Namibian, qui nous fait savoir que l'ancien conseiller ministériel Vincent Likoro a demandé à 2 juges de la haute cour de Windhoek de l'autoriser
de l'autoriser à faire appel auprès de la Cour suprême contre sa condamnation pour viol. Le journal remarque d'ailleurs que l'on ne peut pas conclure qu'un appel de Likoro contre sa condamnation pour viol n'aurait aucune chance de succès. L'avocat de la défense, Louis Botez, a plaidé hier lors de l'audience d'une demande de Likoro d'autorisation de recours devant la Cour suprême. La plupart des discours de Botez devant le juge Dina Ousikou et la juge par intérim Johanna Salyonga se sont concentrés sur la représentation légale de Likoro lors de son procès devant le tribunal régional de Katima Moulilo, Botez soutenant que Likoro n'était pas correctement à représenter. En tout cas, c'est donc chaud pour notre ami Likoro qui est épinglé par la justice namibienne pour des affaires de viol dans ce pays-là. Et bien, tous les recours lancés jusqu'ici par l'ancien conseiller semblent effectivement ne pas porter des fleurs. En tout cas, la suite et les détails de cette information à lire ce matin dans les colonnes du quotidien de Namibian. Au Swaziland, puisque nous y sommes, nous apprenons avec le journal Swazi Observer que le Parlement de ce pays-là suspend les 10 millions d'euros de la station de télévision supprimée donc SG Goko de Swazi TV. Ils disent qu'il n'est pas en tout cas apte à diriger la station tel que le ce matin. Le dit journal, l'industrie hôtelière nationale à la une du journal Ethiopian Herald, opportunités et défis. On en croit donc le journal, l'hospitalité et le tourisme de la nation constituent l'un des secteurs industriels les plus prometteurs, en particulier en créant d'immenses opportunités d'emploi. Mais certains investisseurs ont affirmé que la nation n'a pas encore exploité ce potentiel pour diverses raisons. Par exemple, dit le journal, le deuxième plan de croissance et de transformation vise à attirer 6,1 milliards de dollars des industries hôtelières et touristiques, attirant 2,1 millions de touristes en Éthiopie d'ici 2020. Par conséquent, élargit donc les destinations touristiques et les activités de promotion et recherche des sollicitations et les opportunités de financement pour le développement du tourisme et la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel dans les priorités à cet égard. Ce matin, Ethiopian Herald. Nous sommes désormais en Afrique du Sud avec The Citizen qui est disponible en ligne ce matin, s'intéresse à l'ancien président sud-africain et titre donc Zuma a dépensé 15,3 millions de rentes pour éviter les poursuites judiciaires sur les cassettes d'espionnage, a révélé une lettre du procureur général sur une période de quasiment 9 ans. Tout calcul fait donc avec le journal, cela équivaut à 15,3 millions de roupies de dépenses irrégulières pour empêcher Zuma de sortir de prison, a déclaré le dirigeant de l'Alliance démocratique Mumsi Maimane. Il doit donc rembourser cet argent tel que le revêt d'ailleurs le journal. Le procureur général répondait donc à une lettre de l'Alliance démocratique datée du 17 janvier 2018 tel qu'on voit ce matin de Citizens. La justice doit combattre la corruption et l'impunité, retient sa une Angopes. Nous sommes bel et bien là du côté de l'Angola, où le journal fait savoir que le chef de l'État angolais, Joao Lourenço, a affirmé mardi à Luanda que l'intention était de rendre la justice capable de répondre aux grands défis de la lutte contre la corruption et l'impunité, contribuant ainsi à la moralisation du système social, politique et économique, rendre le marché intérieur plus compétitif pour l'attraction de l'investissement privé national et étranger. Fait également partie de cette intention selon le président de la République qui a d'ailleurs dirigé la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2018. Le chef de l'État a d'autre part dit qu'il s'agit également de garantir l'accès à la justice et aux droits de tous les citoyens, quel que soit leur statut social ou économique, afin que leurs droits soient tout simplement pleinement respectés et défendus. Selon lui, la création de la Cour constitutionnelle en 2008 et l'approbation de la nouvelle constitution de la République en 2010 ont donc permis de faire de la justice un facteur efficace de promotion de la citoyenneté, de la paix et de la cohésion sociale du gouvernement économique, de développement économique. Ce matin, Angopes, terminons du côté de l'Afrique australe avec Angopes, le journal d'Angola qui est en kiosque depuis quelques heures. Chambre des civils, les pratiques administratives avec donc des banques commerciales. Tribunal aide à retirer de l'argent de fonds. Nous donnons le journal d'Angola qui nous fait savoir que mal informés sur leurs droits, et bien des milliers de familles en Angola ont fait appel aux tribunaux pour récupérer l'argent déposé dans les banques commerciales par des proches qui auraient entre-temps passé entre-temps de vie à trépas, tel que nous revêt d'ailleurs ce matin le journal d'Angola. En tout cas, l'intégralité de cette information est donc disponible ce matin dans les colonnes du dit journal, à retrouver effectivement du côté de l'Angola. C'est donc avec ces mots que nous quittons définitivement de l'Afrique australe, cette fois-ci pour l'Afrique de l'Est.
Et pour l'Afrique de l'Est, Fabrice Doum ce matin avec Iwaku, les voix du Burundi, qui titre à sa une, avril 2008, avril 2018, 10 ans au service de l'information, 10 ans d'existence du journal Iwaku. Iwaku qui fête donc ses 10 ans d'existence au mois d'avril prochain et est déjà en train d'annoncer les couleurs de la nouvelle forme de ce journal, en nous faisant savoir qu'à cette occasion, le journal inaugurera une nouvelle maquette pour ses éditions en ligne. Mais cette refonte, nous dit le journal, ne sera pas que cosmétique. Elle visera notamment à mieux valoriser ses contenus et à améliorer le confort de lecture pour les lecteurs qui sont des centaines de milliers à travers l'Afrique à lire les informations publiées par ce journal au quotidien. La nation de Djibouti est aussi en kiosque ce matin à l'issue du sommet mondial sur l'énergie solaire. La croissance verte reste une priorité nationale. C'est tout simplement le titre, la grande une, le titre qu'on peut lire à la grande une de ce journal ce matin qui nous apprend à cet effet que le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a regagné dans l'après-midi d'hier la capitale, et ce, au terme d'une mission de travail de 48 heures à New Delhi, en Inde, où il a participé au sommet mondial sur l'énergie solaire. Ce sommet, nous indique ce journal, auquel le chef de l'État a pris part, visait un double objectif. Le premier but était, bien évidemment, de maintenir vivace la prise de conscience collective des dirigeants et opinions publiques des pays du monde face aux dangers inhérents au réchauffement climatique. L'ambition s'inscrit dans le droit fil des résolutions auxquelles ont adhéré les parties prenantes de la COP21, une conférence internationale sur le climat qui, rappelons-le, s'était tenue en novembre 2015 à Paris en France. Il s'agissait aussi pour les instigateurs des assises de New Delhi de conférer une visibilité au noble combat de l'Alliance internationale solaire, laquelle est une organisation non gouvernementale créée dans le prolongement de la COP21 et dévolue à la promotion de l'énergie solaire dans le vaste espace planétaire compris entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Les autres détails de cette information dans les colonnes de ce journal La Nation de Djibouti, déjà disponible en kiosque pour vous ce matin. Al Watwan est disponible en kiosque ce matin. Programme socle de CIOA et attribution de marché en dehors du cadre légal. La nouvelle OPACO monte au créneau. C'est le titre qu'on peut lire à la une de Al Watwan, le journal des Comores ce matin, qui nous apprend que dans un document d'une soixantaine de pages dont Al Watwan a pu se procurer une copie en version électronique, eh bien le cabinet international d'ingénierie de développement coté à la bourse de Paris, le groupe CIOA, propose au chef de l'État à travers le secrétaire général du gouvernement, Hamadi Idaroussi, un programme socle pour structurer le développement de l'Union des Comores entre 2017 et 2022. Et dans ce communiqué, nous apprend le journal, l'organisation patronale considère que les récentes déclarations du secrétaire général du gouvernement laissent entendre l'étatisation glissante de l'économie, la mise à mort affichée de l'initiative et de l'entrepreneuriat privé, mais également la destruction conséquente du tissu économique existant, déjà fragilisé par la conjoncture économique du pays, et bien la pression fiscale et douanière et le surendettement des opérateurs économiques auprès des institutions financières, en espérant que cette mesure ou tout simplement ce programme fera véritablement en sorte que l'État des Comores ou l'île des Comores puisse sortir de ce marasme économique qu'il connaît actuellement. Et puis on est à Madagascar avec Tribune Madagascar d'abord qui nous parle de l'État qui réagit et joue aux pompiers suite à l'initiative insécurité kidnapping à Okizei. Selon le journal ce matin, il s'agit d'une initiative créée par l'association de plusieurs acteurs du secteur privé, de la société civile et des syndicats. Cette plateforme avait annoncé tenir une manifestation sonore pour ce jeudi 15 mars dans tout le pays entre midi et 12h et 12h05 pour dénoncer et interpeller les gouvernants sur les problèmes d'insécurité dans le pays. Eh bien, le journal nous apprend donc que les incitations à joindre le mouvement gagnent de plus en plus de sympathisants ces derniers jours. À quelques jours de la tenue de cette manifestation sonore, eh bien, le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions a sorti un communiqué selon lequel la question de l'insécurité serait au cœur des préoccupations du président de la République. À lire dans les détails dans ce journal Tribune Madagascar qui est déjà disponible
disponible en ligne et en kiosque ce matin. Toujours à Madagascar, l'Express de Madagascar nous accueille aussi ce matin en nous disant en grande une, l'indice de perception de la corruption, Madagascar perd 10 places. Eh bien, le journal dans les détails nous apprend que la grande île est classée dans la zone rouge en termes de corruption, selon le classement d'indice de perception de corruption est diffusé sur le site internet de Transparency International hier. Madagascar est relégué à la 155e place en 2017 et avec un score de 24 points contre 26 en 2006, la grande île se trouve désormais derrière le Cameroun et le Mozambique. Les efforts fournis pour intensifier la lutte contre la corruption dans la grande île ne semblent donc pas suffisants pour améliorer le classement de Madagascar en 2017 et dans l'avant-dernier épisode de son rendez-vous hebdomadaire sur sa page YouTube, Eri Rajao Narimampianina, président de la République de Madagascar, avait pourtant réaffirmé sa volonté d'éradiquer la corruption dans la grande île. Il faut dire que c'est une gangrène qui pilonne dans beaucoup de pays en Afrique, pas seulement à Madagascar, et le journal l'indique d'ailleurs, le Cameroun et le Mozambique en Afrique sont en tête du classement. Et puis nous allons continuer toujours à Madagascar avec Midi Madagascar ce matin qui parle d'Olivier Solonand Drassana, Jean Ravelo Narivo, deux premiers ministres candidats à la présidentielle dans ce pays-là. Comment comprendre cela? Eh bien, le journal nous explique que selon ce quotidien, bien évidemment, le premier ministre Olivier Marafali Solonand Drassana prévoit de se porter candidat à la présidentielle qui aura lieu cette année. Les préparatifs seraient déjà en bonne voie pour l'actuel chef du gouvernement qui, selon les sources du journal, disposerait déjà de 48 véhicules 4x4 prêts à être utilisés durant la campagne électorale. C'est peut-être dans le cadre de cette échéance électorale que le locataire de Mara Soharivo multiplie les descentes dans les régions. Ces derniers temps, il ratisse la partie nord de la grande île. Pas plus tard qu'hier, nous apprend le journal, eh bien, le chef du gouvernement était à Mbadja et après avoir été à Nosibé durant le week-end et d'après les informations collectées par nos confrères malgaches, Olivier Marafali Solonand Drassana envisage de miser sur les électeurs du Nord et des gens de la côte pour sa première participation à une élection présidentielle. On va donc voir comment est-ce que cette élection présidentielle va se dérouler avec tous ces combats qu'il y a entre les anciens pontes du régime et les nouveaux qui veulent entrer et être au pouvoir dans cette élection présidentielle. On va donc voir ce qui va véritablement se passer dans les jours qui viennent. Et puis nous quittons Madagascar pour aller en Tanzanie avec Tanzania qui écrit à sa une, il y a un UDSM mensuel enregistré. Selon le journal ce matin, 7 jours après la publication de la disparition du président du réseau des étudiants tanzaniens Abdul Nondo, avant de recevoir le district de Mafinga dans la région de Mufindi Iringa, des déclarations de certains responsables publics et d'autres personnes ont contribué à la controverse. Jusqu'à présent, nous dit le journal, certaines personnes qui ont commenté l'incident sont le ministre de l'Intérieur, le secrétaire général du commandement de la police régionale d'Iringa, Juma Buré, et le chef régional de Dar es Salaam, Paul Makonda. Où est passé donc Abdul Nondo? Personne ne sait pour le moment, mais les autorités sont en train de se battre autant que faire se peut pour donner des informations assez complètes sur la disparition d'Abdul Nondo, le président du réseau des étudiants de Tanzanie. Les détails dans ce journal que vous voyez à l'écran actuellement. Et puis des reporters, Trump fires Tierson, ou tout simplement une traduction littérale, Trump brûle Tierson, traduction littéraire, Trump limoge Tierson. Eh bien, le journal nous apprend que le président américain Donald Trump a annoncé hier sur Twitter qu'il a remplacé le secrétaire d'État Rex Tillerson par Mike Pompeo. Le directeur de la Central Intelligence Agency, la CIA, Gina Haspel, a remplacé Pompeo à la CIA. Mike Pompeo, directeur de la CIA, deviendra notre nouveau secrétaire d'État. Il fera un travail fantastique. Merci à Rex Tillerson pour son service. Gina Haspel deviendra la nouvelle directrice de la CIA et la première femme ainsi choisie. Félicitations à tous. Trump a tuté hier. Il faut préciser, selon le journal, que cette décision tombe alors que Tillerson effectuait une visite d'une semaine en Afrique depuis le 7 mars et sa visite a débuté en Éthiopie, au cours de laquelle il a rencontré Wokner Gebeyeru, ministre des Affaires étrangères, et le premier ministre sortant, Haile Mariam Desalegn. Et c'est après sa visite au Tchad qu'il a tout simplement été remercié par Donald Trump, dont on ne comprend plus véritablement les décisions du côté des États-Unis. Mais seul lui sait exactement pourquoi il prend
Également, cette décision de Ethiopian Herald est aussi en kiosque ce matin. Les femmes exhortées à avoir un diagnostic rapide des reins. C'est ce que nous dit ce journal ce matin et qui nous apprend à cet effet que l'Ethiopian Kidney Association a demandé à d'autres femmes d'effectuer un diagnostic rénal habituel car elles sont plus vulnérables aux infections rénales que les hommes. Et le président de l'association, Dr Lisan Seifou, a déclaré à Ethiopian Herald que dans le monde, 10% des femmes risquaient de contracter des maladies rénales et que ce nombre augmenterait dans les pays en développement comme l'Éthiopie. Il a ajouté que l'association mène des campagnes de dépistage et de sensibilisation au rein à l'occasion de la journée mondiale du rein qui coïncide avec la journée internationale de la femme. Et le journal d'ajouter qu'expliquant pourquoi la campagne se concentre sur les femmes, il a déclaré elles sont plus susceptibles de souffrir d'insuffisance rénale et de maladies liées à la grossesse, au lupus et à d'autres maladies typiques affectant la santé des femmes. Des mots techniques que seuls les médecins maîtrisent véritablement. Ali, dans le journal de Ethiopian Herald qui est disponible en kiosque ce matin. Soudan Tribune nous accueille aussi ce matin avec son grand titre à sa grande une. Le Soudan s'engage à poursuivre ses efforts pour lutter contre la migration illégale. Eh bien, selon le journal ce matin, le ministre soudanais des Affaires étrangères, Ibrahim Gandou, a souligné que son pays était prêt à participer aux efforts internationaux de lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales. Gandou a discuté lundi avec le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, William Lacy Swing, d'un certain nombre de questions relatives à la migration. Outre les efforts du Soudan pour lutter contre la traite des êtres humains et les migrations illégales. Et M. Swing, d'après ce qu'ajoute le journal, est arrivé dimanche soir à Khartoum pour une visite de 3 jours pour discuter des problèmes de migration avec les responsables soudanais. Les détails de ce qu'il s'est dit avec le président de la République de ce côté-là, Salva Kiir, dans les colonnes de ce journal, de Sudan Tribune, qui est déjà disponible en kiosque ce matin. New Vision est aussi en kiosque ce matin et nous parle de Buhari qui écrit à Museveni sur le commerce, l'investissement. Selon ce journal ougandais, le président Yoweri Museveni a reçu une lettre de son homologue nigérian Muhammadu Buhari qui exprime l'intérêt du Nigeria à renforcer davantage les opportunités de commerce et d'investissement entre les deux pays. Selon le journal toujours, les liens les plus forts visent à réaliser un développement durable en Ouganda et au Nigeria, tous deux situés aux deux extrémités du continent. Eh bien, le haut-commissaire du Nigeria en Ouganda, le docteur Etubom Nya Eyoma Asukuo, a remis la lettre du président Buhari au président Museveni lundi à la State House Entebbe et à la résidence officielle du président. Museveni et Asukuo ont également discuté des questions relatives à la consolidation des relations bilatérales entre le Nigeria et l'Ouganda. Et sortons de l'Afrique de l'Est ce matin avec le journal kényan de Daily Nation qui titre à sa une « Raila invite les députés de l'opposition à profiter de l'accord qu'il a passé avec Uhuru Kenyatta, l'actuel président du Kenya ». Eh bien, selon ce journal ce matin, Raila Odinga, leader de l'ODM, a demandé l'appui des députés de son parti pour entériner la réunion de vendredi dernier avec le président Uhuru Kenyatta. Monsieur Odinga a exhorté les députés à ne pas se laisser distraire par ceux qui se positionnent pour l'élection générale de 2022. Il a déclaré au groupe parlementaire du parti que la réunion qui s'est tenue au bureau du président de la République à Harambee House vendredi dernier était une conséquence des événements du 30 janvier dans lesquels il a été assermenté en tant que président du peuple. On comprend donc que l'apaisement se fait en douce de ce côté-là et que les deux gardent quand même leur position parce que Raila Odinga estime que le peuple l'a plébiscité et de l'autre côté, il y a un président constitutionnellement élu, le président Uhuru Kenyatta qui entend apaiser le pays à travers cette entente avec Raila Odinga qui tout simplement marche dans cette entente. Les détails de cette information à lire dans The Daily Nation, le journal kényan qui est en kiosque et en ligne ce matin pour vous, chers téléspectateurs. On quitte de l'Afrique de l'Est pour une autre Afrique avec vous, Fabrice Doum, ce matin. Effectivement, pour l'Afrique du Nord, on attend aussi de voir, pourquoi pas, un certain jumping et tendre également aussi, ou alors recevoir la main tendue d'Ali Bongo Ondimba. Question que la paix revienne dans ce pays-là qu'on appelle effectivement le Gabon. Nous sommes donc du côté de l'Afrique du Nord avec notamment la nation El Watan qui est en ligne depuis quelques heures. Recours donc à la planche à billets à la une du journal. Les mises en garde du FMI, le Fonds monétaire
monétaire international appelle à plafonner les recours au financement non conventionnel et à envisager des privatisations et des empruntes extérieures tout en éliminant les contraintes à l'importation et à l'investissement. Le recours à la planche à billets pour financer le déficit public doit donc être strictement plafonné en volume et en durée. Ont donc mis en garde hier les représentants du Fonds monétaire international issus d'une visite de consultation qui s'est d'ailleurs étalée du 27 février dernier au 12 mars en cours du côté donc de l'Algérie. Opposition et présidentielle 2018 avec donc le choix d'Algérie, division autour d'une candidature unique pour affronter efficacement l'échéance de 2019. Un projet est en marche, dégager un candidat unique issu de l'opposition de la société civile ou de la société civile. Est-il pour autant réalisable? Là est toute la question. Le défi est lourd, à la hauteur de l'ambition elle-même puisque son aboutissement signifierait alors l'entrée du pays dans une nouvelle ère politique révolutionnant tous les chemins auxquels sont habitués les Algériens depuis effectivement l'indépendance de ce pays. Eh bien, il faut dire, comme dans beaucoup d'États africains, eh bien, beaucoup d'opposition, alors les leaders d'opposition ne s'entendent jusqu'ici pour effectivement dégager un candidat unique qui sont pourquoi pas d'aller bousculer la hiérarchie. En tout cas, c'est ce que semble nous dire à sa une ce matin le soir d'Algérie qui aimerait bien voir ce pays-là qu'on appelle l'Algérie accéder à une nouvelle ère politique telle que souhaitée d'ailleurs par beaucoup de sympathisants des partis politiques qui ont peut-être jusqu'ici marre d'une véritable gestion de M. Bouteflika qui veut d'ailleurs briguer un autre, on va dire un énième mandat à la tête de cette nation qu'on appelle l'Algérie. Un peu de chiffres dans cette revue de presse. 11e journée nationale de pharmaceutique donc du SNAPO, plaidoyer pour une automédication réglementée. Note donc le quotidien Liberté à sa une que nous fait savoir que déconseillé donc par les médecins, l'automédication est considérée par les opérateurs du secteur de la pharmacie comme indispensable à la pérennité de leurs activités. Les professionnels de la pharmaciens et producteurs de produits pharmaceutiques compris ont donc plaidé hier à l'occasion de la 11e journée nationale pharmaceutique annuelle du syndicat national des pharmaciens d'office à l'unanimité pour la mise en place d'un cadre juridique devant donc régir l'automédication tel que le voit ce matin Liberté. Taïeb Loul devant les notables de Hadar, le peuple immunisé contre toute tentative de déstabilisation. Note donc à sa une au quotidien le jour qui nous fait savoir que Loul ne manquera pas de mettre en exergue les réformes initiées par le chef de l'État au profit donc de son secteur. Des réformes en évolution avec donc les droits fondamentaux des citoyens porteurs d'un message de reconnaissance du chef de l'État destiné donc aux notables et aux citoyens de la wilaya d'Adrar pour leur soutien à la politique de la réconciliation nationale. Taïeb Loul, ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fortement insisté sur la préservation de la sécurité, de la stabilité nationale et de la cohésion sociale, fruit d'un long diade du président Bouteflika. Parlons toujours de la justice avec El Moudjaï, diversifier les spécialités, titre donc à sa une. Le journal qui est effectivement kiosque depuis quelques heures. Ministre de l'Éducation, le Sénapest avec le quotidien de Laurent, le dialogue dans l'impasse, titre donc le quotidien oranique qui nous fait savoir ce matin qu'une nouvelle fois, les hautes autorités du pays sont donc appelées à intervenir pour décrisper le débat entre le ministère de l'Éducation nationale et le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation en abrégé. Sénapest, c'est d'ailleurs ce dernier qui sollicite cette intervention des hautes autorités du pays après donc avoir constaté que le dialogue initié par cette même partie fait tout simplement du surplace. Échec des négociations avec Ben Guebrid à la une donc du jeune indépendant prend les mêmes, on recommence. Le Sénapest appelle à l'arbitrage de la présidence. Eh bien, le journal fait savoir que la réunion entre le ministère de l'Éducation nationale et le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur de l'éducation n'a pas donné ses fruits. Un nouveau bras de fer entre les deux parties risque donc de prolonger le secteur dans de nouvelles tensions. Dans un communiqué rendu public hier, le Sénapest estime que la rencontre de dimanche passé entre les deux parties concernées s'est terminé sur un blocage étant donné que le ministère de tutelle n'a pas respecté son engagement portant sur le 31 mars fixé comme une date limite pour la fin des travaux de la commission technique mixte afin de déterminer le pourcentage pour la promotion dans certains rangs. Lit-on dans le communiqué à lire donc en page 2 du journal. La dépêche de Kabylie qui est également kiosque s'intéresse à l'éducation et s'interroge à sa une éducation
négociations, nouveau bras de fer engagé avec la tutelle. Mais que cherche le Sénapest? C'est la principale interrogation qui embrasse la une du quotidien La Dépêche de Kabylie. Le microscope politique algérois s'agite avec à une année de la présidentielle. Le journal remarque que la classe politique est désormais en proie aux intrigues et même au chuchotement. C'est ce que nous dit l'expression quotidienne qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Nous quittons l'Algérie pour l'Égypte avec donc Égypte Today. L'Égypte exclut les prédicateurs non autorisés, combattre donc les fatwas bizarres. Et bien, le journal nous fait savoir que l'Égypte exclut donc les prédicateurs non autorisés. Un projet de loi sur la régulation des fatwas que la commission religieuse du Parlement appelle à examiner lors de la prochaine session plénière pourrait mettre fin à une série de fatwas sans fondement émanant de prédicateurs non autorisés et non qualifiés dans les médias. Le mouvement vise à poursuivre la réforme du discours religieux tel que le révèle ce matin Égypte Today qui est effectivement en ligne depuis quelques heures du côté de l'Égypte. Formation en ligne, nous sommes au Maroc. Les Massive Open Online Courses en abrégé MOOC font leur entrée au Maroc. Retient aujourd'hui le Maroc qui nous fait savoir que plus d'excuses par rapport au temps ou à l'argent. Les MOOC débarquent au Maroc et en force. Cela fait un peu près d'un an que cette forme d'enseignement en ligne commence à se structurer et surtout trouver du répondant auprès donc d'une population encore adepte des bancs d'école et des universités. Les détails d'un phénomène universel, ce sont dans des cours mis en ligne, ouverts à tout le monde et au Maroc, les MOOC commencent à arriver à travers les écoles supérieures de commerce et les universités qui ont donc signé des partenariats avec les établissements étrangers prestigieux tels que nous voyons ce matin. Aujourd'hui, le Maroc, Phosphate 2018, les décideurs du secteur en conclave à Marrakech. Note la nouvelle tribune de ce pays-là qui nous fait savoir que plus de 500 décideurs courants couvrant toute la chaîne d'approvisionnement en phosphate et en engrais se réunissent à Marrakech du 12 au 14 mars afin d'étudier la dynamique de l'offre et de la demande déterminant les marchés mondiaux des phosphates. Gerada, toujours dans ce pays-là, le ministère de l'Intérieur rappelle qu'il est habilité à interdire les manifestations illégales. Note donc telle quelle Arabica, le ministère de l'Intérieur a mis un communiqué dans lequel il rappelle les dispositions légales concernant les manifestations dans les lieux publics. Le département d'Abdel Louafi Laftit déplore que des partis ignorent les efforts déployés par l'État pour répondre aux besoins de la région. Dans un communiqué publié ce 13 mars, le ministère de l'Intérieur réagit à la poursuite des manifestations à Gerada. Le ministère rappelle d'ailleurs qu'il est habilité à travers les prérogatives légales appliquées, la loi interdisant des manifestations illégales dans les lieux publics ainsi que des comportements et agissements irresponsables. En Tunisie, nouvelle réunion des signataires du pacte de Carthage à la une du quotidien Le Temps. Ultime chance de Chahed et le gouvernement sur la sellette. Note donc le dit journal qui est effectivement en kiosque depuis quelques heures. Nous sortons effectivement de l'Afrique du Nord avec donc la presse news de ce pays-là. Même son de cloche avec dans le dit journal. Réunion hier des signataires du document de Carthage à la une du journal. Rencontre décisive qui nous fait, le journal nous fait dire que la réunion sera l'occasion d'évaluer le travail du gouvernement, mais il semble qu'il sera houleuse et décisif pour l'avenir de Youssef Chahed à la tête donc du gouvernement. L'UGTT n'est pas satisfait du travail gouvernemental. La suite donc de cette information à caractère plutôt polémique entre effectivement le gouvernement et le syndicat des travailleurs de ce pays-là. Découvert donc ce matin dans les colonnes de la presse news de Tunisie. Nous quittons dans l'Afrique du Nord effectivement pour nous installer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et attachons les ceintures parce que vous savez que l'Afrique, en Afrique de l'Est, ou en tout cas l'Afrique de l'Ouest, c'est l'une des régions les plus productives en termes de journaux dans ces éditions de kiosque panafricain ce matin. Et on va débuter au Nigeria avec Daily Trust. Buhari qui a peur de perdre en 2019 selon l'UPP. Selon ce journal, le parti des progressistes unis a déclaré mardi que le refus du président Muhammadu Buhari d'approuver le projet de loi électorale que lui a envoyé l'Assemblée nationale sur la séquence des élections a montré qu'il craignait de perdre l'élection présidentielle de 2019. Selon le journal, dans une déclaration de son président national, le chef Tchekwas Okori, le parti a expliqué que l'ordre d'élection contenu dans le projet de loi électorale garantirait que les candidats des divers partis politiques remportent les élections essentiellement pour leur mérite personnel et la popularité du manifeste de leur parti. Toujours au Nigeria,
10 Day est en kiosque ce matin et nous apprend que Buhari à Benue demande aux Nigérians d'arrêter l'escalade des affrontements entre éleveurs et agriculteurs. Selon le journal ce matin, lors de sa première visite dans l'état de Benue depuis son arrivée il y a presque 3 ans, le président Muhammadu Buhari a appelé lundi les Nigérians à ne pas aggraver les affrontements meurtriers entre agriculteurs et bergers à Benue et dans d'autres pays, dans d'autres états du pays. Continuer à être accommodants et vivre ensemble la paix, ça c'est le souhait du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, tel que écrit par nos confrères du journal 10 Day du Nigeria qui est disponible en kiosque ce matin. The Daily Observer est aussi en kiosque ce matin. Nous sommes là au Libéria. À la une, le président Weah appelle à l'emploi basé sur la compétence. Selon le journal ce matin, le président George Mané Weah a appelé ses ministres du cabinet à embaucher sur la base de leurs compétences et non selon les lignes du parti. Le dimanche 11 mars, lors du 53e anniversaire de la naissance de Madame Clara Marie Weah à la chapelle des vainqueurs de la vieille ville du Congo, il a déclaré que les ministres doivent travailler selon leurs compétences et non selon ce que impose le parti. Donc on n'a pas besoin de cooptage du côté du Libéria, on a besoin des gens, des personnes qui ont véritablement appris ce qu'ils font et qui sont capables de mettre à profit toutes leurs compétences sur le terrain. The Daily Guide est aussi en close que ce matin. Nous sommes là au Ghana avec un titre fort évocateur. Le message de Mahama, l'ancien président de ce pays-là au monde. Eh bien, l'ancien président John Dramani Mahama a appelé, selon le journal, à l'anéantissement complet des structures qui facilitent l'inégalité à tous les niveaux dans nos sociétés individuelles. Nous ne pouvons pas parler du bien commun si nous tournons le dos à notre voisin en cette période de besoin. Nous ne pouvons pas tourner le dos à l'oppression sous quelque forme que ce soit, au génocide ou au nettoyage ethnique. Nous devons combattre et vaincre le racisme, la bigoterie et la xénophobie, a déclaré l'ancien dirigeant ghanéen. Nous devons, a-t-il poursuivi, intercéder pour l'humanité, peu importe le coût, notant que le sort des musulmans Rohingyas est une cicatrice sur la conscience du monde. Il interpelle donc les autres dirigeants africains ainsi que les dirigeants du monde à s'intéresser de plus près à la situation de ces Rohingyas en Birmanie et surtout d'aider ce gouvernement à véritablement de manière équitable gérer cette nation. Et puis nous quittons du Ghana pour le Togo avec Liberté qui est en kiosque ce matin et vous pouvez le lire en grande une de ce journal. Dialogue politique, semaine décisive pour une sortie de l'impasse et de crise. Une délégation américaine a échangé avec la coalition des 14. Eh bien le journal nous apprend à cet effet qu'il devrait y avoir de l'électricité dans l'air les 14, 15 et 17 mars 2018, donc à compter d'aujourd'hui. Mais grâce au sens de sollicitude de Nana Akufo-Addo, l'actuel président du Ghana et médiateur dans cette crise du côté du Togo, qui a demandé et obtenu un sursis d'une semaine, eh bien le risque d'un face-à-face périlleux entre les partisans de la C14 et les membres et les hommes d'Entreilly semble éviter. Mieux, nous dit le journal, c'est le sens de responsabilité de la coalition des 14 formations de l'opposition qui marque les esprits. La coalition des 14 non seulement épargne des vies humaines en déférant au sursis que sollicite le facilitateur ghanéen, mais donne une nouvelle chance au dialogue et à la possibilité pour les acteurs politiques de privilégier une solution négociée à la crise. Toujours au Togo, ce matin, Togo Matin nous accueille avec ce titre. La coalition des 14 se félicite de la mobilisation des enseignants et étudiants à l'UL. Eh bien, on peut lire dans ces colonnes que la coalition des 14 partis de l'opposition, dans un communiqué rendu public, se dit consternée par l'affaire. De note qui conduit les deux professeurs Hirou Wateba et David Dossé et deux autres étudiants au SRI. Elle se félicite aussi de la mobilisation des enseignants et des étudiants. Et il faut dire que cette coalition, selon ce que nous apprend le journal, comptait manifester, mais grâce à la magnanimité du médiateur dans cette crise, Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, eh bien, elle a décidé de repousser ces manifestations 9 jours. Et on va voir ce qui va se passer dans les 9 jours. Toujours est-il que le pays est un tout petit peu sur les braises et que le président Faure Esozima Gnassingbé est en train de se battre comme il peut pour que la paix revienne définitivement dans ce pays-là.
Sud Quotidien au Sénégal est en kiosque ce matin. Maintien et persistance de l'arrêté interdisant toute manifestation à caractère politique au centre-ville de Dakar. Macky Sall adoube Maître Ousmane Ngom. C'est le grand titre qu'on peut lire à la une de ce journal Sud Quotidien qui nous apprend dans cet ordre d'idée que signé le 20 juillet 2011 par l'ancien ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, l'arrêté numéro 7580 du 20 juillet 2011 qui interdit les rassemblements entre l'avenue El Malik Sy et le Cap Manuel continue de défrayer la chronique adoptée par l'ancien régime dans un contexte marqué par la multiplication des manifestations de l'opposition et de la société civile contre le troisième mandat Abdoulaye Wade à la veille de l'élection présidentielle de 2012. Ce texte fait aujourd'hui, nous dit le journal, l'objet d'une instrumentalisation par les partisans du régime actuel contre leurs adversaires de l'ancien régime. Eh bien, la répression de la marche interdite de l'initiative pour les élections démocratiques devant le ministère de l'Intérieur au fin d'exiger le retrait de l'organisation des élections au ministre Ali Ngouille Diaye le vendredi 9 mars dernier remet au goût du jour le débat sur le controversé arrêté Ousmane Ngom numéro 7580 du 20 juillet 2011 en espérant qu'il sera peut-être levé ou tout simplement que le président Macky Sall restera ferme pour consolider les acquis du régime précédent. Et puis toujours au Sénégal, Enquête Plus est en kiosque ce matin et titre à sa une Forum international de la vieille ville. Le président Macky Sall drague les Rufisquois. Selon le journal ce matin, le président de la République a procédé hier au Centre international de conférence Abdou Diouf au lancement du premier Forum économique et social international de Rufisque, une occasion saisie par Macky Sall pour décliner ces projets qui seront implantés dans le département. Outre les différentes réalisations structurantes logées dans le pôle urbain de Diamadiadio, le chef de l'État a d'emblée, selon ce que nous apprend le journal, signalé qu'il serait à ses yeux rébarbatif de lister les projets structurants qui sont en cours de développement dans le département de Rufisque, que sont le TER, Train Express Régional, le parc industriel, le port minéralier de Sendou, le pôle urbain du Lac Rose, la cité du savoir. Pour ne citer que cela, on comprend bien que comme dans d'autres pays africains, eh bien chaque président, lorsque les élections présidentielles s'approchent, essaie d'utiliser toutes les occasions qui se présentent à eux pour faire campagne avant la véritable campagne pour l'élection présidentielle. Allez donc lire les détails de cette information dans Enquête Plus qui est disponible en kiosque ce matin. Toujours au Sénégal et pour sortir du Sénégal, Le Soleil nous accueille ce matin avec ce titre Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Macky Sall et Adama Barrow, co-président, co-président de la rencontre. Selon ce que nous dit ce journal ce matin, les travaux de la première session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien a débuté mardi en fin de matinée à Banjul sous la présidence du président gambien Adama Barrow et de son homologue sénégalais Macky Sall. Et les présidents Barrow et Sall sont arrivés vers 12 h à l'hôtel Caraïba où se sont déroulés les travaux dans la capitale gambienne. Après un entretien entre les deux hommes, eh bien, le conseil présidentiel sénégalo-gambien a été instauré en mars 2017, tel que nous apprend ce journal, lors de la première visite du président gambien Barrow à Dakar. Il doit se réunir tous les 6 mois, alternativement en Gambie et au Sénégal, sous la présidence conjointe des deux chefs d'État, à savoir Macky Sall et Adama Barrow, en espérant que cette entente va véritablement consolider les relations entre les deux pays. Tout a rappelé, bien évidemment, que c'est Macky Sall qui, d'un bras de fer avec ses soldats, est entré du côté de la Gambie pour déloger une fois pour toutes l'ex-président gambien Yaya Jammeh qui se retrouve actuellement du côté de la Guinée équatoriale. Eh bien, on va continuer ce matin avec un journal nigérien. Il s'agit du Sahel qui est en kiosque ce matin et qui nous apprend à sa grande une fin du sommet de l'Alliance solaire internationale à New Delhi en Inde. Le chef de l'État a regagné Niamey. Eh bien, le journal nous dit ce matin que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mohamedou, a regagné Niamey en début de soirée hier, de retour de New Delhi en Inde, où il a participé au sommet de l'Alliance solaire internationale, ayant regroupé plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants des organisations internationales. À son retour à Niamey, le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport international Diori Amani, à la passerelle de l'avion, par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigui Rafini, puis salué par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Tini Husseini, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, ainsi que par plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Et nous continuons
continuons cette fois-ci avec un journal mauritanien, Al Akhbar, qui est en kiosque ce matin et nous écrit en grande une, Mauritanie, la question du troisième mandat pour Ould Abdelaziz est dépassée. Ould Mouloud le dit. Et selon le journal, la question du troisième mandat pour l'actuel président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est désormais dépassée, tel qu'a déclaré le président en exercice du Forum national pour la démocratie et l'unité et président du parti UFP, Mohamed Ould Mouloud, dans une interview accordée à l'hebdomadaire Al Akhbar Info. Ould Mouloud s'exprimait ainsi par rapport aux récentes déclarations du président Ould Abdelaziz au magazine Jeune Afrique, dans lesquelles ce dernier affirme qu'il va respecter la Constitution et ne briguera plus un troisième mandat. La plus importante coalition de l'opposition, poursuit Ould Mouloud, considère que la question sur le troisième mandat est déjà tranchée par la Constitution. Mais nous ne savons pas si c'est Ould Mouloud qui veut aussi être président de la République de ce côté-là. On aura donc un Ould Abdelaziz qui est parti et donc un Ould Mouloud qui revient. Est-ce que ça ne sera pas la même danse à la tête de ce pays-là? Des questions se posent bien évidemment, mais toujours est-il que les élections approchent et on se demande bien si le président Ould Abdelaziz, qui a été président en exercice de l'Union africaine, va encore se présenter à cette prochaine élection présidentielle. L'essor au Mali est en kiosque ce matin et titre à sa une, Réconciliation nationale, un plan d'action pour la mission d'appui en gestation. Selon ce que nous apprend le journal ce matin, la mission d'appui à la réconciliation nationale et les équipes régionales sont depuis hier réunies en atelier en vue de l'élaboration pour la structure d'un plan d'action devant être basé sur les principes de la gestion axée sur les résultats, la finalité étant la réalisation d'objectifs stratégiques. Et bien selon le journal toujours, la cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Atare Ak Ikan, et au cours de cette rencontre, les participants doivent identifier et valider un format de planification et les activités. Les détails de cette information contenus dans les colonnes de l'essor du Mali, disponible en kiosque ce matin. Kaloum Presse est en kiosque ce matin en Guinée-Conakry et titre à sa une, élection en Sierra Leone, le candidat de l'opposition légèrement en tête. Selon ce que nous dit le journal ce matin, le candidat à l'élection présidentielle du principal parti d'opposition en Sierra Leone, Julius Madabio, dévançait de peu celui du parti au pouvoir, Samoura Kamara, selon les nouveaux résultats partiels publiés dimanche par la commission électorale. Selon ces résultats annoncés par la commission électorale nationale, portant sur 75% des bureaux de vote dans chaque province, M. Bio obtenait 43,3% des suffrages exprimés et M. Kamara 42,6%, soit un écart d'un peu moins de 15 000 voix. Le NEC doit proclamer les résultats complets en début de semaine, mais un second tour semblait quasi certain. Le seuil pour être élu au premier tour se situant à 55% des voix. On espère qu'avant la fin de cette semaine, on aura les résultats complets de cette élection au Sierra Leone ce matin. Eh bien, Guinée News est aussi en kiosque, toujours en Guinée-Conakry. Guinée vers une suspension de la grève des enseignants cette nuit. Eh bien, le journal nous dit des sources syndicales révèlent que le gouvernement a accepté de payer les 30% restants réclamés par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée à la fin de ce mois de mars. Et les 10 autres ont déjà été payés le mois dernier. Au dire des sources de Guinée News, l'accord a été trouvé dans la soirée de ce mardi 13 mars 2018 à l'issue d'une réunion à la Banque centrale. Et les responsables de ce syndicat des enseignants convoquent une réunion d'urgence cette nuit au palais du peuple, c'est-à-dire ce 14 au palais du peuple. Et on va donc savoir ce qui va se passer à ce palais du peuple concernant ces enseignants qui sont en train de crever. Le matinal au Bénin est aussi disponible en kiosque ce matin et nous parle d'une reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats. L'heure du compromis, croit savoir ce journal qui nous apprend à cet effet que tout le monde a raison et que dans le même temps, tout le monde a tort. La guerre froide actuelle entre le gouvernement et les syndicats a l'avantage de présenter deux acteurs qui affichent une bonne foi qui tarde à se traduire dans les actes. Il est vrai qu'aucun d'eux, comme ils le disent si bien, et ceci ne fait pas de doute, n'a l'intention
intention de nuire à l'avenir des apprenants, mais à force de tirer le drap, nous dit le journal, l'irréparable ne sera pas impossible. Les salles de classe sont toujours fermées, les apprenants toujours dans la rue. Ce jour, les deux acteurs se rencontrent une fois encore pour échanger. Il est d'ailleurs préférable, selon ce que nous apprend le journal, qu'ils s'écoutent davantage, car il semble que c'est désormais la meilleure attitude pour sortir de l'immobilisme actuel. Les détails de cette information dans le matinal édition de ce matin. Sidoya au Burkina Faso nous accueille aussi ce matin et nous parle d'énergie. Rochma Christian Kaboré qui réaffirme son choix de 30% de solaire. Et il faut d'ailleurs dire que c'est un pays où il y a beaucoup de soleil. Eh bien, le journal, à propos de cela, nous apprend que le secteur solaire peut être un véritable vecteur de transformation économique et sociale pour le Burkina Faso, mais aussi de lutte contre le changement climatique s'il y a une mutualisation des moyens financiers et des intelligences. Telle est la conviction d'ailleurs du président du Faso, Rochma Christian Kaboré, qui de retour de l'Inde a fait hier, 13 mars 2018, à l'aéroport international de Ouagadougou, le bilan de la participation de son pays au sommet de l'Alliance solaire internationale, tenu du 10 au 12 mars 2018 à New Delhi, en Inde. Toujours au Burkina Faso, le pays présidentiel en RDC, quand Katumbi met les pieds dans le plat, eh bien nous sommes dans cette patate chaude du côté de la République démocratique du Congo, avec ce journal Le Pays qui nous fait savoir que dans sa rubrique consacrée à l'international, eh bien le journal nous apprend que Moïse Katumbi, depuis Johannesburg en Afrique du Sud, a véritablement mis les pieds dans le plat. Porté par une coalition forte d'une quinzaine de partis politiques, les disciples de Joseph Kabila en rupture de banc avec son maître a clairement affiché son intention de lui succéder et il n'en fallait pas plus pour créer l'émoi dans le landerneau politique congolais, aussi bien au niveau de la majorité au pouvoir que dans celui de l'opposition. C'est du moins ce que laissent croire les différentes réactions enregistrées face à cette annonce de la candidature. En effet, selon ce que nous apprend le journal, alors que le parti au pouvoir table déjà sur la double nationalité de celui qui constitue aujourd'hui sa bête noire pour juger irrecevable sa candidature, une partie de l'opposition se dit surprise et prise de court. Les détails de cette information dans ce journal Le Pays qui est en kiosque ce matin. Et puis, Fraternité Matin, nous sommes là en Côte d'Ivoire sénatoriale. La liste provisoire des candidats publiée hier par la commission électorale indépendante, nous dit ce journal qui nous apprend ce matin que les choses se sont accélérées au dernier jour du dépôt des candidatures pour le scrutin des sénateurs du 24 mars prochain. Et la commission électorale indépendante a enregistré à cet effet, à la fin de la journée, 80 dossiers de candidature. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix a en effet attendu le dernier jour pour déposer les 33 dossiers de ces 66 porte-flambeaux. La liste des candidats est maintenant connue et ceux-ci auront juste 4 jours, c'est-à-dire du 19 au 22 mars prochain, pour convaincre les députés, les membres des districts élus, les conseillers régionaux et conseillers municipaux qui sont électeurs pour ce scrutin. Il faut noter néanmoins que c'est pour la première fois que la Côte d'Ivoire organise des élections sénatoriales. Le 24 mars prochain, les électeurs sont convoqués aux urnes pour élire les 2/3 des sénateurs, dont 66 en raison de 2 par région et district. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a perdu un tout petit peu de l'avance sur le Cameroun, qui en sera à sa 2e édition des élections sénatoriales dans ce pays-là. L'Inter, toujours en Côte d'Ivoire, nous parle de Ouattara et Soro qui passent un deal. Et bien que nous dit l'Inter ce matin, Alassane Dramane Ouattara a rappelé c'est un pro-Soro pour réintégrer l'administration et de futures nominations sont également attendues concernant des proches du président du Parlement ivoirien. Ces signes de rapprochement entre ces deux hommes politiques, selon ce que nous apprend ce journal, pourraient donner cours à la libération de Souleymane Karamaté, alias Soul to Soul, directeur du protocole du chef de l'hémicycle, incarcéré pour complot contre l'État. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, et tel que nous apprend le journal aussi ce matin, ça sent la libération de Souleymane Karamaté, alias Soul to Soul, en espérant que le président Ouattara va véritablement entendre la voix de ceux qui pensent que Soul to Soul va sortir des geôles. Eh bien, nous quittons de la Côte d'Ivoire ce matin avec un autre journal, un quotidien, l'Intelligent d'Abidjan, qui titre à sa une tension et riposte au RHDP. Comment Ouattara, Gon et des ministres du PDCI ont limité les dégâts et épargné
Bédier. Selon ce que nous apprend le journal ce matin, la tension est montée d'un cran au sein de la famille RHDP. Le week-end dernier, l'on a assisté à des escalades verbales entre les cadres de la coalition au pouvoir. Et lors de la réunion du PDCI ce samedi 10 mars à Yamoussoukro, une cérémonie dévolue à la gloire du Sphinx de Daoukro, des cadres proches d'Henri Konan Bédier ont dit non au parti unifié, exigeant que l'alternance 2020 ait lieu avant une quelconque fusion des deux partis. Nous attendons de nos partenaires le même sens du sacrifice comme l'a fait le PDCI RDA en 2010 et en 2015. Sans le PDCI, le RHDP n'est rien. Sans le PDCI, il n'y a pas de RHDP, avait déclaré Jean-Louis Billon. Eh bien, le journal nous apprend aussi que la réponse du RDR ne s'est pas fait attendre. Dès le lendemain, les Républicains ont retorqué. La récréation est terminée. Ceux qui propagent les discours anti-RHDP ne sont que des politiciens de salon ou des hommes du passé à marteler le camp Alassane Ouattara. Des batailles politiques dans ce pays-là, mais l'on est toujours aussi à se demander à quand la réconciliation véritable en République de Côte d'Ivoire et à quand le retour de Laurent Gbagbo et surtout de Charles Blé Goudé qui sont détenus à La Haye depuis plusieurs années déjà. De toutes les façons, les détails de cette information, de ces batailles politiques à découvrir dans ce journal L'Intelligent d'Abidjan qui est déjà disponible en kiosque ce matin. Et c'est avec cela que nous sortons de l'Afrique de l'Ouest ce matin. Pour l'international, avec donc le quotidien Le Monde, qui est en kiosque depuis quelques heures, espion donc russe, Theresa May accuse Moscou et envisage de représailles, annonce donc le dit journal la première ministre britannique fortement suspectée lundi la Russie d'être responsable de l'empoisonnement de l'ex-agent double russe Sergei Skripal et de sa fille Lulia à Salisbury, soulignant que l'agent utilisé était donc une substance de qualité militaire développée donc du côté de la Russie. Le Figaro est également en kiosque. Merkel 4, un nouveau mandat semé d'embûches, titre donc le quotidien à sa une que nous fait savoir que les députés du Bundestag éliront ce mercredi la chancelière allemande pour un 4e mandat. Mais près de 6 mois de crise politique post-électorale ont également fragilisé la future coalition. L'intégralité de cette information est donc disponible ce matin dans les colonnes du quotidien Le Figaro. À quoi servent encore les journalistes? Interrogation qui embrase la une du quotidien français La Croix, qui est effectivement en kiosque ce matin. Il nous fait savoir d'ailleurs que les assises internationales du journalisme qui s'ouvrent aujourd'hui à Tours débattront des critiques adressées à une profession qui semble être chamboulée désormais avec l'arrivée du numérique. À la Société nationale des chemins de fer français, eh bien, la colère à fond de train, note ce matin Libération. Exsangue donc, la compagnie ferroviaire s'interroge, le journal à sa suite, qui remarque d'ailleurs que cela n'est pas si sûr. Notez notre comparatif avec la Deutsche Bahn n'est pas en défaveur de la française et le tableau très noir dressé par l'exécutif pour justifier une réforme sévère fédère d'ailleurs contre lui à tous les niveaux de l'entreprise. Terminons cette revue de presse à l'international avec le quotidien sportif L'équipe qui est également en kiosque depuis quelques heures à sa une. Donc Verratti doit grandir. Une semaine donc après l'élimination du Paris Saint-Germain à la C1, on a visiblement l'impression que la presse de ce côté-là et même les nombreux fans en veulent encore à l'Italien Marco Verratti après avoir écopé d'un carton rouge à un moment aussi crucial où l'équipe avait visiblement besoin de ses apports. En tout cas, l'intégrité de cette information sportive et même footballistique à lire donc ce matin dans les colonnes du quotidien L'équipe qui est effectivement en course du côté donc de la France. Et voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de presse africaine dans le cadre de ce grand programme kiosque africain. En tout cas, on vous dit chaque matin, ne vous arrêtez pas à ce rendu. Allez donc dans les kiosques à journaux, question de vous enquérir de la totalité de l'information, question effectivement d'avoir le pouvoir et de véritablement l'utiliser à bon escient. En tout cas, ce sera avec ce mot, Tony Michael, que nous allons prendre momentanément congé
de nos chers amis lecteurs. De nos chers amis lecteurs, et surtout comme Raoul Pépin Benabena le dit souvent, qui détient l'information détient le pouvoir. Et ce matin, nous espérons que vous détenez le pouvoir à travers cette grande revue de la presse. Mais surtout, n'oubliez pas que c'est très bien de regarder la revue de presse, le kiosque panafricain sur Afrique Média, mais c'est encore mieux d'aller dans les kiosques pour avoir l'intégralité de l'information telle que publiée par nos confrères sur le continent africain. Restez tout simplement en compagnie des programmes d'Afrique Média qui se poursuivent. Et surtout, n'oubliez pas que l'information est en continu. Bonjour à vous tous.